Mesdames, Messieurs, dans l'actualité de ce mercredi, visite inopinée de Serge Arissou hier dans une usine de fabrication de fer à béton. Le ministre du Commerce et de l'Industrie Estale Sonkeri des différentes plaintes déposées contre l'entreprise Anguiou par l'Association des aciers du Bénin. Le ministre du Commerce était donc hier à Sémé-Craqué. Revue du plan de travail du ministère de l'Agriculture, les cadres vont évaluer le niveau d'exécution des recommandations issues de la dernière revue et relever les difficultés pour les meilleures performances à suivre dans ce trésor. Au Nigeria, plusieurs personnes ont été blessées suite à des tirs à balles réelles par les forces de l'ordre. Selon le porte-parole du mouvement islamique du Nigeria, la manifestation avait démarré pacifiquement dans la capitale fédérale. Impossible de déterminer pour l'heure le nombre de morts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le ministre du Commerce était dans la matinée d'hier, mardi, sur un site de fabrication de fer appartenant à l'entreprise Anguiou. Cette visite intervient après plusieurs plaintes déposées contre l'entreprise par l'Association des aciers du Bénin et quelques citoyens sur la qualité et le prix de ces matériaux sur le terrain. L'autorité est donc allée recueillir la version des responsables de l'usine afin d'apporter une solution à la situation. Cette visite, la deuxième du genre, aurait permis à l'autorité en charge du commerce de s'enquérir de la situation. En effet, il est reproché à l'entreprise de ne pas respecter les normes requises pour la fabrication du fer, ni le prix fixé pour la vente des matériaux, spécialement celui du fer, sur le marché. Accompagné donc de quelques juristes, Serge Arissou a pu écouter les responsables de l'entreprise Anguiou, objet de plaintes répétitives. Les plaintes sont multiples et multiformes. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, l'essentiel n'est pas de dire est-ce que c'est relatif au coût ou à la qualité, je ne peux pas le dire. Mais je suis venu juste enregistrer, m'enquérir des réalités, des plaintes des autres concurrents. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici avec la direction de la concurrence de mon ministère. Je suis avec la direction de l'industrie. Donc tous ceux-là sont là pour apprécier avec moi ce qu'on est venu faire. Si le ministre attend faire une étude plus approfondie des différentes données obtenues de part et d'autre, avant de trancher, le président du comité d'administration de l'usine reste quant à lui confiant sur la qualité des produits qu'ils offrent à leur clientèle. Il qualifie même d'acharnement les plaintes dont il est question et invite le ministre à aller plus loin dans le contrôle. C'est une usine qui fait recyclage à 99% de ses matières premières sur place ne peut pas vendre avec une autre usine qui fait la transformation. Parce qu'ils vont importer d'abord des bobines de l'extérieur, ils doivent payer le transport par bateau, ils doivent payer la douane. Et après, maintenant, la transformation, ils doivent mettre tous ces prix de revient. L'autorité même n'a qu'à faire une délégation mixte pour voir ce que ça va donner. On peut prélever les faits sur les SIAB et voir, et venir prélever les faits sur Anguiou pour voir ce que ça donne. Après cette étape de collecte, une étude des données sera faite afin de situer les responsabilités qui incombent à chacun. D'un ministère à un autre, celui de l'agriculture évalue son plan de travail à la date du 30 septembre 2018. Réunis hier, les cadres du ministère et les responsables de projet ont évalué le niveau d'exécution des recommandations issues de la dernière revue et relevé les difficultés pour de meilleures performances. C'est ensemble avec les cadres de son ministère, des responsables de projets évoluant dans le domaine agricole et autres partenaires que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a assisté à cette revue du plan de travail annuel de son département ministériel à la date du 30 novembre 2018 pour évaluer le niveau d'exécution des recommandations issues de la dernière revue. À l'ouverture des travaux, une première satisfaction est à noter. La revue trimestrielle est rentrée dans nos habitudes. Je me rappelle très bien le coup de colère du ministre quand on tardait à organiser la revue du premier trimestre. Depuis, nous avons pris note. Je peux dire ma satisfaction devant le fait qu'aujourd'hui, chacune de nos structures a intégré cette activité. Je reconnais ici et devant tout le monde l'effort que vous faites pour accompagner les diverses composantes de ce secteur
à sortir de la léthargie et à travailler autrement. Au-delà de cette satisfaction, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ira plus loin pour lancer un autre défi. Je voudrais que chacun de nous en soit conscient pour dire que nous avons des possibilités, de très grandes possibilités d'établir nos rapports une semaine à la fin de l'exécution du budget trimestriel. Et je vous lance encore ce challenge. Pour que le budget 2019 tienne compte de ce besoin et que chaque direction s'équipe en conséquence. Moment propice pour suivre l'adéquation entre les crédits consommés, les activités menées et surtout les résultats atteints. Gaston Dossoui dresse le point. Mais au 30 septembre 2018, le taux d'exécution financière, base engagement, n'est que de 57,89% et le taux de réalisation des activités du PTA, 45,26%. Et ça, c'est relativement faible au regard de la consommation du troisième trimestre de l'année 2018 à 75% attendu. Les travaux se poursuivent pour identifier les difficultés dans l'atteinte des objectifs afin d'avoir le meilleur résultat dans l'exécution des tâches. Un constat à présent, l'accès aux écoles de Vedoka 1 et Ménontin est un calvaire pour écoliers et enseignants. Suite aux dernières pluies, les écoles sont inondées. Les acteurs du système éducatif rencontrés lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. C'est un reportage de Hugues Etozogo et Alix Toti. Ces images tournées à l'école primaire publique Vedoka témoignent de l'ampleur du phénomène de l'inondation. Ici, dès que le ciel s'assombrit, la désolation se lit sur le visage de ces âmes innocentes appelées à servir la République sous peu. Un témoignage expressif qui retient l'attention. Je voudrais prévenir le chef de l'État que l'école primaire publique de Vedoka, quand il pleut, il y a une grave inondation. Quand les élèves pourront passer, ils auront des difficultés à rentrer dans leur salle. On a du mal à faire le mal les lundis. Face au sinistre, doit-on attendre que l'école ferme ses portes avant d'agir? La mairie prend des sous. Il y a des trucs délégués ou bien je sais comment ils appellent dans leur jargon là-bas, que la mairie perçoit chaque année sur le dos des écoles. Et aucune action ne se fait. À Calavi, on regroupe au moins ces sous pour agir dans une ou deux écoles par an. Mais à Cotonou ici, on ne sait pas comment ça se passe. D'un autre côté, pendant des semaines, la cour du complexe scolaire de Ménontin, transformée en cité lacustre suite à la tombée des dernières pluies, va offrir son cortège d'incommodités et de malheurs aux habitués des lieux. Face à ce drame, le vice-président de l'association des parents d'élèves est désespéré. Ce que vous venez de constater maintenant, c'est encore mieux. Sinon, dans le temps passé là, vraiment, c'est encore pire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même il arrive des fois même que toute la cour est inondée. Mais quand on se rapproche des autorités, elles nous donnent toujours des promesses qu'elles ne réalisent jamais. Sincèrement, jusque-là, je ne comprends plus rien. Face à cette situation, la directrice de l'école se désole. On appelle les gens pour nous aider avec leur motopompe pour faire ressortir l'eau. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil et ça va de mal en pire. Malgré tout ce qu'on fait, on prend comme précaution. Je lance un SOS à qui de droit pour nous venir en aide, pour nous aider à finir avec ce problème d'inondation en plein Cotonou. L'appel ainsi lancé aura-t-il d'écho chez les autorités? Et dans le cadre de la Journée mondiale du cœur, la Société béninoise de cardiologie et le Lions Club Abomey ont organisé la marche du cœur qui est à sa première édition dans le département. Très tôt le dimanche dernier, toutes les composantes de la société se sont donné rendez-vous à la place Goro pour cet exercice de la marche qui soigne et prévient les maladies du cœur. Simone Sabine à Niambossou, Dio Amisson Johnson pour le reportage.
Ils ont été nombreux à répondre présent dimanche matin à l'appel de la Société béninoise de cardiologie et du Lions Club. Une marche bienfaisante, dénommée Marche du cœur, organisée à titre préventif contre certaines pathologies liées au cœur de l'homme. Partie du stade Goro à Abomey pour échouer à la même place, passant par la préfecture et le marché Moutro, la marche s'inscrit dans le cadre des manifestations de la Journée mondiale du cœur, dont le thème est « Pour mon cœur et ton cœur, prenons un engagement ». Vous êtes responsable de votre santé, mais également de la santé de votre voisin à travers un comportement sain. Voilà le message clé de cette année, sans oublier toujours la sensibilisation par rapport aux autres facteurs de risque, aux autres éléments qui favorisent les maladies du cœur, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, la sédentarité. Vous avez marché aujourd'hui plus de 5 km. Je suis sûr que vous vous sentez mieux et vous vous sentirez mieux les jours qui viennent. À partir de ce jour, nous allons marcher, nous allons maintenir, ça fait la santé du cœur. Ça ne va pas s'arrêter pour aujourd'hui. Les directeurs départementaux de la santé, des sports et de la police républicaine ZOU, présents à cette première édition de la Marche du cœur, saluent l'initiative et promettent y apporter leur soutien pour les éditions prochaines. Comme vous l'avez constaté, la police républicaine a été avec vous pour l'encadrement de la marche. Mais au-delà de ça, le sport, l'entretien, c'est notre métier aussi. Être en bonne santé de façon pérenne, c'est de marcher. Marcher, c'est vivre. Bouger, c'est vivre, dit-on. Notre apport sera là tous les jours et nous n'allons ménager aucun effort pour soutenir les initiatives du genre. Ceux qui sont à côté de vous, il faut les sensibiliser pour les intégrer. Le préfet du ZOU a lui aussi marché pour la bonne santé de son cœur. Nous devons travailler avec un corps sain et pour cela, nous devons donc entretenir notre cœur. Je voudrais sincèrement vous remercier l'association béninoise de cardiologie pour cette initiative. Avant de prendre congé des marcheurs, les cardiologues ont invité tout un chacun à continuer la marche chaque semaine avant l'édition 2018 de la Marche du cœur. Et on reste dans le département du Zou. La ville de Bohican a abrité l'atelier régional d'engagement des élus locaux du Sud Bénin sur la promotion de la nutrition et de l'alimentation. Les participants, élus locaux, membres des associations de la PACIP Bénin et les acteurs du monde agricole ont pris l'engagement de s'investir davantage dans la promotion de la nutrition au Bénin. Le projet Saint-Bénin entendait s'engager et investir plus dans la nutrition et l'initiateur de cette rencontre qui s'est achevée vendredi dernier par une rencontre avec la presse. Et on retrouve pour ce reportage Simone Sabine Anyambossou et Joe Amisson Johnson. C'est fort d'un constat amer de la situation nutritionnelle dans les communes, surtout celles rurales, que s'est déroulé cet atelier qui a pour but d'emmener les élus locaux à s'investir dans la nutrition au sein de leur commune. Le projet Saint-Bénin entendait s'engager et investir plus dans la nutrition au Bénin est l'initiateur de la rencontre. L'objectif de cet atelier multi-acteurs est de sensibiliser les décideurs politiques et les organisations du secteur privé sur les conséquences néfastes de la malnutrition des populations sur le développement des régions afin de les amener à non seulement s'engager mais surtout à investir dans la nutrition dans les communes respectives. Appuyé par les acteurs de la société civile dans son plaidoyer, le projet Saint-Bénin a, au terme de cette session de dialogue, obtenu l'adhésion aussi bien des décideurs politiques que des organisations du secteur privé. Le Saint-Bénin se fait leur porte-parole. Nous, élus locaux et techniciens des mairies, nous engageons à convaincre nos pairs afin que chaque commune puisse ouvrir un guichet nutrition et investir davantage dans les actions spécifiques à la nutrition. Soucieux du développement au Bénin et du bien-être des populations à la base, conscient que la nutrition est aussi un vecteur de développement, le Saint-Bénin et les acteurs de la société civile se sont portés garants pour des actions auprès de l'État central dont les résultats permettront aux élus locaux de prendre aisément en compte la promotion de la nutrition dans leur commune. Les organisations de la société civile Saint-Bénin
ont pris les résolutions suivantes. Première résolution, renforcer dans un cadre multi-acteurs les initiatives de lobby et plaidoyer au niveau central et décentralisé afin d'un investissement, en vue d'un investissement plus accru dans la nutrition. Diffuser largement le présent mémorandum sur toute l'étendue du territoire auprès de tous les acteurs de développement afin d'assurer sa prise en compte. 3 communes, à savoir Didja, Zakota dans le Zou et Diakotomé dans le Koufo, vont bénéficier du projet à titre pilote une fois les tractations terminées. Parlons droits de l'homme à présent, une question qui reste d'actualité dans certains pays africains. Un peu partout sur le continent s'observent des actes de violation et d'instrumentalisation de l'homme. Pour régler donc ce phénomène, des organisations internationales se sont engagées. Au nom de celle-ci, Amnesty International qui prend la responsabilité de valoriser l'éducation des droits humains et d'inculquer aux personnes la connaissance de leurs droits. Le coordinateur Afrique d'Amnesty International nous fait ici un état des lieux de la situation sur le continent. Firmin Mbala est au micro de Cécilia Okori. Des progrès indéniables ont été faits ces 20 dernières années, mais personne ne peut s'en satisfaire et la situation au demeurant n'est absolument pas satisfaisante. Partout, on note avec inquiétude des reculs. Il y a des libertés individuelles qui continuent d'être menacées. Il y a l'austérité qui pèse également comme une menace sur les populations. Et je dois dire que les actions ont un certain impact, parfois un impact positif. Il est évidemment possible d'en faire plus. L'éducation aux droits humains consiste précisément à inculquer aux personnes la connaissance de leurs droits, mais aussi des compétences pour agir dans le sens de la préservation et de la jouissance de ces droits-là. Le chantier est extrêmement vaste. Il existe plusieurs perspectives encourageantes. Nous avons plusieurs dimensions. On peut considérer l'éducation aux droits humains dans sa dimension formelle, c'est-à-dire qui travaille avec les institutions scolaires qui sont établies. Et de ce point de vue-là, on souhaite collaborer davantage avec les gouvernements pour que dès l'école, dès le plus jeune âge, soit non seulement enseigné, mais j'insiste sur la dimension, pratiquer les droits humains dans le système scolaire. Sa Majesté Oroloye Ayetou, roi de Glazoué, a rejoint ses ancêtres le 24 juillet dernier. 3 mois après, les cérémonies de ses obsèques ont démarré par une cérémonie d'hommage et d'enlèvement de deuil. Les autorités départementales de la culture et des collines ont représenté le gouvernement. Le reportage de Olga Aroupé, Gérard Tonoukwa. Il a combattu le bon combat, mais les armes en main, il a raccroché pour rejoindre la demeure de ses ancêtres. Sa Majesté Oroloye Ayetou, le roi de Glazoué, s'en est allé le 24 juillet dans la cour royale des pleurs et lamentations. Cérémonie traditionnelle d'enlèvement de deuil, les dignitaires ont rendu à l'illustre disparu des hommages mérités. Immolation d'un bœuf, coup de canon, des rituels qui consacrent la magnificence de celui qui fut le roi de Glazoué. C'est lui seul qui a droit à cet honneur-là. C'est pour l'honorer qu'on fait la cérémonie avec un bœuf. Et la chèvre qui a suivi ne doit pas disparaître de la maison. On doit préparer ça. Les coups de canon annoncent le grand événement. On a annoncé le tam-tam. Alors ce tam-tam que vous avez vu tout à l'heure s'appelle Adjankpa. Adjankpa. Dans les anciens temps, ce n'est pas pour le roi seulement que ça se joue. Témoignage du Haut Conseil des rois du Bénin. Nous allons continuer de prier pour que le royaume de Glazoué se développe et que tout se passe bien et que la paix règne à Glazoué.
Le roi Oroloye Ayetou était un signe d'unité pour son territoire. Les autorités lui décernent un hommage digne de son rang. Je voudrais, au nom du ministre et au nom du gouvernement du président Patrice Talon, présenter les condoléances du gouvernement à la cour et à toute la population de Glazoué. L'événement qui nous réunit ici n'est pas un événement heureux. C'est un grand homme que nous avons perdu. Un homme qui a toujours œuvré pour la paix et pour l'unité des fils et filles de la commune de Glazoué. Le roi est parti, vive le roi. À Glazoué, les regards sont à présent tournés vers la succession de Sa Majesté Oroloye Ayetou de regrettée mémoire. Ailleurs sur le continent, les forces de l'ordre nigérianes ont tiré à balles réelles sur les manifestants d'un groupe radical chiite à Abuja, alors qu'au moins 6 personnes ont été tuées dans une répression brutale en moins de 3 jours. Selon le porte-parole du mouvement islamique du Nigeria, la manifestation avait démarré pacifiquement dans la capitale fédérale. Les partisans de Zakzaki, emprisonnés depuis près de 3 ans pour les violentes manifestations qui avaient secoué Zaria dans le nord du Nigeria, en décembre 2015, ont organisé ces derniers mois de nombreuses manifestations dans Abuja pour réclamer sa libération. Les manifestants se sont regroupés en 2 petits groupuscules non armés en direction d'un barrage policier tout en chantant et en jetant des pierres. Mais cette marche, démarrée pacifiquement, a débouché sur des heurts avec la police qui a tenté de dissiper la foule en ouvrant le feu, faisant ainsi plusieurs blessés, dont 6 évacués d'urgence dans des véhicules par d'autres militants. Selon le porte-parole du mouvement islamique du Nigeria, Ibrahim Moussa, la manifestation aurait pu prendre fin pacifiquement dans la capitale fédérale si la police n'avait pas ouvert le feu. C'est la brigade de la garde qui nous a tués hier. Et j'ai publié hier matin un communiqué de presse dans lequel j'indiquais que c'était l'information dont nous disposions. La brigade de la garde avait reçu l'ordre par le haut de nous tuer chaque fois que nous venions à Abuja. We continue until our leader is free. Should anybody doesn't want to see us on the streets of Abuja and other places, free our leader. Il ajoute que depuis samedi, au moins 6 personnes ont déjà été tuées dans des circonstances similaires. Ces derniers mois, environ 115 personnes ont été arrêtées durant des marches de protestation à Abuja. Et puis, en Guinée-Conakry, un jeune manifestant a été tué lors des heurts avec les forces de l'ordre après une marche avortée de l'opposition dont le chef Cellou Diallo a été empêché de quitter les abords de son domicile pour la police. Il s'agit avant tout de le protéger et d'éviter le désordre public. La mort de l'homme de 30 ans a été confirmée par le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, qui a également fait état de 15 blessés au même moment parmi les manifestants. À ce jour, 98 militants de l'opposition ont été tués par balle par les forces de l'ordre lors de manifestations pacifiques depuis que le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir en décembre 2010, a affirmé Diallo. Le chef de l'opposition a pour sa part été bloqué devant sa maison de Conakry par les policiers venus l'empêcher de prendre part à une nouvelle manifestation contre le pouvoir, a-t-il dénoncé. Besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution et les lois. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan. La police, quant à elle, affirme qu'il s'agissait de le protéger une semaine après qu'une balle a traversé le pare-brise de sa voiture. Nous avons jugé utile qu'il reste pour la journée d'aujourd'hui à la maison. Il veut aller rendre visite à un parent, il veut aller à l'hôpital, il veut aller à un baptême. On est prêt à assurer, mais les mouvements de foule autour de lui, pour faire quoi que ce soit, des meetings ou des campagnes, c'est interdit. Des véhicules dont des camions à eau, des pick-up de la police anti-émeute étaient stationnés dans le quartier où habitait Diallo. Et des policiers munis de matraques, de boucliers et de lance-grenades empêchaient quiconque d'accéder à sa maison. Au moins 5 manifestants ont été blessés dans la matinée près du domicile de l'ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition. En Europe, plusieurs pays ont été frappés par une vague de mauvais temps. L'Italie en a été l'un des pays victimes de ce phénomène qui a causé d'énormes dégâts matériels et de pertes en vie humaines.
Selon les médias italiens, environ 110 touristes et employés d'hôtels sont bloqués au col du Stelvio, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, à plus de 2700 mètres d'altitude en raison de fortes chutes de neige. Les fortes pluies accompagnées de vents qui ont atteint jusqu'à 120 km/h dans certaines régions d'Italie ont entraîné aussi de graves perturbations de circulation. Dans le Frioul, Vénétie julienne, 23 000 personnes sont sans électricité et de nombreuses routes sont impraticables, ont indiqué les autorités locales. Les écoles de la ville seront fermées toute la journée, de même qu'à Rome et dans de nombreuses autres municipalités italiennes. Cette vague de mauvais temps a entraîné lundi un niveau historique d'eau haute à Vénus avec un pic de 1,56 mètres, provoquant la fermeture de la place Saint-Marc. Les pays voisins de l'Italie sont également touchés par ces intempéries. En Autriche, une partie de la toiture de la fortification médiévale qui domine Salzbourg s'est envolée dans la nuit de lundi à mardi en raison de vents soufflant à plus de 100 km/h. Plus au sud, la protection civile a appelé lundi soir les quelques 500 habitants de Mours à ne pas quitter leur maison et à se mettre à l'abri dans les étages élevés face à la montée des eaux de la rivière qui a bloqué les accès au village. Même Alette, dans une vallée proche de la frontière italienne où des barrages menaçaient mardi matin de céder sous la pression des eaux. En plusieurs décennies, je n'ai jamais vu ça, a confié à la radio publique Martin Guggenberger, commandant des pompiers dans une commune de ce secteur où de très nombreuses petites routes sont coupées et environ 10 000 foyers sont aussi sans électricité. Et c'est le journal de la rédaction de TVC Bénin. Merci à la réalisation conduite par Rogatien Ibitoku. Passez une excellente journée en notre compagnie.